15 novembre 1976, une date historique pour les Québécois. Les indépendantistes du Parti québécois n'inquiétaient guère les partis traditionnels qui se partageaient le pouvoir depuis 1960, jouant le jeu du bilinguisme et de l'autosatisfaction. Pourtant, le Parti québécois avait su préciser ses objectifs, étendre son influence en nuançant ses options, en particulier en préconisant un référendum sur la question de l'indépendance au cas où les électeurs lui accorderaient leur confiance. Les résultats du scrutin bouleversent toutes les prévisions. Le Parti québécois obtient 41% des suffrages. Les mécanismes d'un système électoral majoritaire font de ce succès une victoire en attribuant aux amis de M. René Lévesque 69 sièges sur les 110 que compte le Parlement de la belle province. Les libéraux de M. Robert Bourassa ne comprennent pas. Pour eux, le Parti québécois était condamné à rester minoritaire. N'était-il pas un mouvement né d'un rêve tout juste bon à alimenter les élucubrations poétiques d'une petite bourgeoisie ignorée aussi bien du monde du business que des syndicats ouvriers? C'est pourtant le monde du rêve, de l'imaginaire, de l'irrationnel qui l'a remporté le 15 novembre dernier. Comme si les Québécois avaient préféré sauvegarder leur manière d'être, de vivre, de penser, plutôt que de se plier aux impératifs d'une société condamnée au développement et au progrès capitaliste. Ce faisant, il donnait raison aux poètes qui, en interprétant le sentiment collectif, les avaient conduits à prendre conscience d'eux-mêmes et de leur pays, les libérant de leur longue nuit. Oui, alors. Quand j'ai vu le jour... Quand j'ai vu le jour, c'était la nuit. La peur m'a pris et m'a gardé. Pauvre petit moi, j'étais tout bleu de peur, très apeuré. J'aurais désiré être aimé. J'aurais aimé être désiré. Mais quand on n'est rien qu'un rejeton, c'est normal qu'on soit rejeté. Quand je miaulais, ouah, 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 ma nourrissante me nourrissait. Bourrait mon tube conscient avec de la bouillie pour les chats. Elle me disait, t'en as de la chance d'avoir rien qu'une bouche à nourrir. Mangez la bonne purée. C'est ça la vraie puériculture. J'aurais désiré être aimé. J'aurais aimé être désiré. Mais quand on n'est rien qu'un rejeton, c'est normal qu'on soit rejeté. Pauvre petit moi. Je suis resté traumatisé. Oui. Dans la purée, dans la torpeur. Peur d'en manger, peur d'en manquer, peur de bouger, peur d'avoir peur. Peut-être qu'un jour viendra, j'aurai plus peur de la purée. J'aurai grandi, j'aurai poussé un cri. J'en ai assez. Assez de purée. Peut réfléchir, peut résister, peut répliquer, peut rétorquer. J'en ai assez de jouer au plus fin. J'en ai assez pour commencer à m'en sortir. À m'en sortir parce que j'ai faim. Faim de savoir le mot de la fin. Et faire le tour de mon jardin. Et faire le tour de mon jardin. Et faire le tour de mon jardin. Et faire le tour de mon jardin.
je dis que je suis journaliste pour gagner ma vie, poète pour ne pas la perdre. C'est-à-dire que la vie au Québec dépend beaucoup de la communication et dépend beaucoup du collectif. Le Québec sera le Québec s'il est collectif. Et pour moi, être journaliste, c'est comme celui qui est journaliste du côté politique, qui est courriériste parlementaire. Moi, j'ai choisi, au départ, d'être journaliste du côté des artistes. C'est-à-dire que je crois qu'il y a deux sortes de pouvoirs. Il y a le pouvoir politique qui, en fait, est le pouvoir économique. Et il y a le pouvoir collectif qui est exprimé à travers les artistes. J'ai choisi, moi, de vivre à l'île d'Orléans. Évidemment, j'aurais pu travailler à Montréal, bien sûr, surtout m'occupant du côté artistique, être près des gens de théâtre, des comédiens, des poètes et tout ça. J'ai choisi de vivre à l'île d'Orléans justement pour avoir un certain recul, pour me retrouver, moi, dans mon ouvrage, dans mon travail de transmission. Et je vais à Montréal, j'y vais à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines dans la saison. La rentrée littéraire, je la suis de près. Je fais des entrevues à Montréal avec les écrivains et tout ça. Mais je trouve qu'il est nécessaire d'éviter toute cette sortie du métro dans les grandes villes. Si on veut vraiment, comme journaliste, essayer de faire passer la réalité, essayer de se sortir du struggle for life, puis d'avoir ce recul, cette distance-là qu'il faut. Et moi, je me trouve bien dans l'île d'Orléans avec le rythme qu'il y a, l'environnement qu'il y a, qui me permet de prendre mon temps. Je pense que prendre son temps, c'est la meilleure façon d'accélérer le travail. Le jour où je battrai ma campagne, on me versera dans l'air empesté d'un hospice. Mon rouleau aura perdu le fil, je serai devenu le petit garçon de jadis. Je ne moisirai pas. Je serai visité par un grand amour, le plus grand de ma vie peut-être. Je courtiserai une veuve épanouie qui volera d'aise dans l'aile des vieilles. Je courtiserai une femme à bout d'âge qui aura des écailles autour des yeux, comme pour voir au fond de la mer. Elle aura un petit trou dans la gorge pour respirer. L'après-midi, parfois, nous marcherons jusqu'aux cavernes et nous nous glisserons dans des couloirs sans fond. Nous serons inséparables, habitant au sous-sol une chambre oubliée, tout au secret dans nous-mêmes, et qui sentira le baume et le persil. Nous serons si ouverts que nous serons devenus une grande maison avec à chaque printemps des nids au bord du toit. Un matin sec du mois de janvier, on viendra vider mon crachoir dans l'aile des vieux. On cassera mes pipes. On passera l'aspirateur dans mes tiroirs. Puis, on me descendra dans la tombe où elle reposerait déjà avec son petit trou au milieu de la gorge pour ne plus respirer. Là, nous nous empoignerons. Nous ne serons plus des vieillards. Nous serons un couple de jeunes défunts. Disons que depuis un certain nombre d'années, depuis 10 ans que j'écris de la poésie ou du théâtre, j'ai toujours eu, quant à moi, l'impression que ce que j'écrivais était ce qui préparait la naissance, ce qui l'amenait. Alors évidemment, dans le chemin qui mène à la naissance, on traverse beaucoup de noir, on traverse beaucoup d'obscurité, on traverse beaucoup de difficultés, d'embûches, etc. Et cette noirceur ou cette obscurité peut être effectivement la mort. Et je pense aussi qu'il faut mourir d'une certaine manière avant de naître, et surtout avant de naître une seconde fois. C'est un reflet du Québécois ou de la situation du Québec, puisque il y a évidemment
toute une santé, il y a évidemment toute une vie du langage qui est, comme dans tous les pays d'ailleurs, en train de mourir aujourd'hui, sous le poids d'une sorte de langue plus ou moins officielle, d'une langue plus ou moins stéréotypée. Par exemple, il y a un français plus ou moins stéréotypé qui était évidemment propagé par les masses médias en général et qui a mis une sourdine, disons, au langage au pluriel, là, au français au pluriel, qui était très vivant, qui était aussi très signifiant pour, disons, pour le peuple qui parlait cette langue-là. Je pense, moi, que en explorant cette voie-là, je fais une œuvre qui n'a pas de prétention politique, qui n'a pas de volonté politique, mais qui a ce qu'on pourrait peut-être appeler une dimension politique. Dans le sens que tout le drame est là, toute la réalité est là. Il s'agit de faire mourir un passé stérilisant. Il s'agit de faire mourir une situation qui doit être passée et qui doit devenir du passé le plus rapidement possible pour déboucher dans la vie, avec tout ce que la vie comporte d'audace, de recherche, d'inconnu, etc. Évidemment, moi je parle de ma vie à moi, de ma vie personnelle, de cet ultra-personnel qui finalement rejoint tous les autres. Mais au départ, je me mets pas à ma table de travail en disant, bon, ce matin, est-ce que ce serait pas intéressant d'écrire quelque chose qui aura en même temps une dimension personnelle et en même temps, ça pourrait faire plaisir à tout le monde si on parlait de l'avenir du Québec, etc. Là, voyez-vous, il peut peut-être exister les écrivains qui sont opportunistes à ce point, mais pour moi, jamais. C'est-à-dire que je parle de ce qui sourd de moi, de ce qui jaillit. Comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça? Évidemment parce que c'est ouvert, parce que c'est possible de le faire, parce que le paysage est grand, parce qu'il n'y a rien, parce que dès qu'on sort de la ville, tout devient possible aussi. Il faut habiter tout cet espace, on est amené à nommer tout cet espace, toute cette géographie, toute cette nature. Donner une signification, donc nommer tout ce qui n'a jamais été nommé, ce qui n'a pas encore été nommé. Il y a un défi extraordinaire qui mobilise une nervosité, une fébrilité, forcément. Cette disponibilité, cette ouverture dont je vous parle, je pense qu'elle est réelle. Du moment qu'on est un peu intéressé par ce qui se passe autour de soi, on s'aperçoit vite, enfin, qu'ici, on peut faire énormément de choses. Il est possible de les faire et il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de poids de tradition qui empêcherait de le faire. Il n'y a pas de couloir décidé d'avance par lesquels qu'il faille nécessairement passer, voyez-vous. Je me suis aperçu que ce que j'étais en train de faire, c'était aussi tout le projet de mon pays. C'était aussi tout le projet non dit, tout le projet inédit du peuple dont j'étais issu, d'un peuple qui est en train de vivre tout de même une aventure capitale dans le monde contemporain. Alors, sans vouloir exploiter cet aspect-là, je me suis même dit, mon projet est important, je vais le mener jusqu'au bout. Pour nous, maintenant, là, ce qui est important, c'est de diffuser la culture québécoise. Avant 1976, je pense que les créateurs faisaient des choses importantes et vitales. Des gens comme Gaston Miron, Parti pris, Liberté, ce sont des gens importants au niveau de la prise de conscience du pays. Prendre conscience, premièrement, qu'on n'avait pas de pays, parce qu'en 1950, on était encore des Canadiens français. C'est quand même la revue Liberté qui, à force de mettre le mot québécois pendant 10 ans dans tous les écrits, a tranquillement
fait comprendre aux gens qu'il se pourrait qu'on soit Québécois, puis que Québécois et Canadiens, c'était autre chose. Donc, cette génération-là a fait une sorte de démarche que j'appellerais intellectuelle, mais pas émotive. Moi, depuis le 15 novembre, j'ai moins de tension personnelle. Je veux dire, je porte moins le pays. J'ai pas l'impression d'être seul. Mon père, il était tout seul. Mon grand-père, il était tout seul. Puis quand vous regardez la grandeur du pays, ça se comprend. Chaque petit village, les gens ont bâti 200-300 personnes dans un petit village. 40 km plus loin, 200-300 personnes. D'électricité, il y a des villages au Québec qui ont l'électricité seulement depuis 10 ans ou 15 ans. Donc, il y a une solitude. Il y a un grand, vaste pays. On était peu de gens. Donc, c'était normal qu'on se sente seul. Et en plus de se sentir seul, on n'a jamais été sûr qu'on était pour rester ici. Quand on regarde notre littérature, dans l'œuvre de Crémazie, c'est quand même en 1850, toute l'œuvre, il se demande, est-ce que je retourne en France ou est-ce que je reste ici? En 1960, notre élite, ce qu'elle voulait, la première chose qu'elle voulait faire, c'est aller étudier à Paris, avoir une bourse du Conseil des arts pour aller étudier à Paris. Ce qu'on est, ce que moi je suis, puis ce que je pense ma génération est, c'est on veut pas de bourse pour aller à Paris. Au contraire, ils nous en donneraient puis on n'irait pas. On veut rester ici. J'ai 31 ans, ça me fait rien de passer 50 ans encore de ma vie à le bâtir, ce pays-là. Ça me fait rien que l'indépendance du Québec, ça soit dans 30 ans. Mais je vais toujours me battre pour que ça se fasse un jour ou l'autre. De toute façon, moi, je pourrais pas vivre au Québec si le Québec n'est pas indépendant, si c'est pas un pays. Jamais. J'aimerais mieux m'en aller. Voilà le pays que j'aime. Il me reste un pays à prédire. Il me reste un pays à semer. Vaste et beau comme la mer avant d'être découvert, puis ne tient pas plus de place qu'un brin d'herbe sous l'hiver. Voilà mon jeu et ma chasse. Il te reste un pays à connaître. Il te reste un pays à donner. C'est un pont que je construis de ma nuit jusqu'à ta nuit pour traverser la rivière froide, obscure de l'ennui. Voilà le pays à faire. Il me reste un nuage à poursuivre. Il me reste une vague à dompter. Homme, un jour tu sonneras, cloche de ce pays-là. Sonnez femmes, joies et cuivres, c'est notre premier repas. Voilà le pays à vivre. Il nous reste un pays à surprendre. Il nous reste un pays à manger. Ces pays rassemblés feront l'homme champ de blé. Chacun sème sa seconde sous l'amour qu'ils font peler. Voilà le pays du monde. Il nous reste un pays à comprendre. Il nous reste un pays à changer. Je trouve qu'il faut dire que tout ce sentiment collectif québécois, il part de quelques personnes au Québec, d'une intuition collective, mais l'action a été faite d'abord par des poètes. Il faut dire que c'est Gaston Miron, Pierre Perrault, Jean-Guy Pilon et quelques écrivains, poètes qui ont fait débloquer cet esprit de la collectivité. Au départ, les éditions de l'Hexagone, c'était une maison de poètes qui ont dit, bon, il faut nommer le pays. Et ensuite, et 20 ans plus tard, presque 15 ans ou 20 ans plus tard, est né un Parti québécois qui était
l'outil politique pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui, à ce qu'on veut être, en tout cas. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, eh bien, voilà, c'est la politique qui a pris le relais des poètes. Bien, disons, au début, on est comme une page blanche à l'égard des idées politiques. Bon. Et ce n'est que, disons, martelé par la réalité québécoise qu'on découvre des choses qui ne tiennent pas debout et qu'il faut changer. Et un journaliste, que j'ai été jusqu'à tout récemment, éditeur et écrivain en plus, militant culturel, en quelque sorte, et militant de l'information, parce que les journaux où j'ai travaillé, entre autres le dernier pendant 5 ans, Québec Presse, était un journal militant qui dévoilait, divulguait les dossiers de l'indépendance jusqu'à un certain point. Par exemple, que dans le domaine de l'amiante, le Québec produit 70 % de l'amiante de ce qu'on appelle le monde libre, et il n'y a qu'une infime partie, je crois que c'est 2 % de cette amiante qui est transformée au Québec. Tout le reste s'en va aux États-Unis et il y a 5 000 emplois de mineurs au Québec et 25 000 emplois dans le secondaire aux États-Unis. Donc, des situations comme ça, nous avons dénoncé ça dans Québec Presse. Nous avons donc, à partir de données très difficiles à obtenir, parce que c'est des données politiques en dernière analyse, et le gouvernement refusait de les dévoiler. Et nous, on arrive, un groupe de jeunes journalistes, et on fouille dans les dossiers, on fait ce que les Américains appellent « investigative reporting » avant la lettre, et on publie une soixantaine de dossiers à peu près, clés pour l'avenir du Québec, qui expliquent en quoi le Québec est une demi-colonie, à certains égards, un pays du tiers-monde, en même temps qu'à d'autres égards, un pays aussi développé que les États-Unis, si vous voulez, comme New York. Bon. Alors, donc, les secteurs sous-développés, on les monte en épingle, et on s'en sert comme d'un instrument pédagogique, en fin de compte, pour faire prendre conscience aux gens qu'ils sont dominés politiquement, économiquement et culturellement. Le problème des classes sociales au Québec est un problème extrêmement complexe à cause de l'histoire et à cause aussi de l'évolution des consciences. C'est-à-dire que le Québec a toujours été une ethnie dominée. Donc, on peut dire jusqu'à un certain point qu'il y a une espèce de classe ethnique, n'est-ce pas? C'est que le Québec, dans l'ensemble du Canada, les francophones en général, sont une classe ethnique ou une ethnie dominée. Et bien sûr que ça va jouer, si vous voulez, sur la conscientisation sociale, sur les classes sociales. C'est-à-dire qu'à de certains moments de l'histoire, les francophones, les Québécois, ont dû se battre comme ethnie, comme peuple, n'est-ce pas, comme classe ethnique. Ça a eu pour effet, si vous voulez, d'inhiber la conscience de classe, la conscience ouvrière, et en tout cas, il y a un enchevêtrement, si vous voulez, entre ces deux grands principes, ces deux grands facteurs, celui de la nation, de l'ethnie et des classes sociales, qui fait que cette question ou ce phénomène a chez nous un caractère extrêmement particulier qu'il n'a pas en Europe. Et il faut bien se souvenir aussi, n'est-ce pas, que après la conquête de 1760, nous avons perdu, si vous voulez, ce qui pouvait constituer notre bourgeoisie. C'est-à-dire que les Français sont retournés en France et nous nous sommes retrouvés ici entre paysans avec notre clergé. Au moment où le gouvernement Lesage prend le pouvoir, les syndicats sont des syndicats catholiques, le pouvoir des aumôniers y est très fort. Les hôpitaux, le système hospitalier, en grande partie est aux mains des communautés religieuses, de même que toutes les maisons d'enseignement. Il n'y a d'instruction obligatoire que pour les enfants jusqu'en 7e année, après quoi ce sont des institutions privées entièrement tenues par le clergé et les communautés religieuses. Donc, une des premières choses que fera le gouvernement Lesage, ce sera de créer le premier ministère de l'Éducation et d'avoir un réseau complet d'écoles publiques pour les Québécois. Donc, c'était le décor apparent, là, disons, les éléments les plus gros du décor, c'était vraiment de
de laïciser, de séculariser la société québécoise parce que l'unanimité religieuse, évidemment, n'existait plus et cette société de chrétienté ça ne collait plus avec la réalité sociologique de ce qu'était devenu le Québec moderne. Mais au bout de quelques années, la pensée et la lecture qu'on a fait de la réalité a cheminé. Pour illustrer ça, j'aimerais vous citer cette expression très percutante d'un de nos syndicalistes au verbe très coloré ici, qui est Michel Chartrand, et qui disait, avant 1960, on disait que les Québécois vivaient de façon effacée et opprimée à cause de 3 facteurs, parce qu'ils étaient unilingues français, parce qu'ils étaient non instruits et parce qu'ils étaient catholiques, donc opprimés, disons, par le cléricalisme ambiant. Et au bout de quelques années, on s'aperçoit qu'on leur donne l'instruction, donc on scolarise massivement la jeunesse québécoise, on s'aperçoit qu'on opère de façon harmonieuse et très rapide la sécularisation de la société. Donc, par le biais de l'éducation, les Québécois apprennent la fameuse langue anglaise qui était censée leur ouvrir les portes de tout. Et on s'aperçoit qu'ils ont toujours les mêmes problèmes, qu'ils ne dominent toujours pas leur économie, qu'ils sont toujours à des postes inférieurs et qu'ils ont toujours d'énormes malaises à vivre leur vie culturelle. Et c'est alors qu'on chemine et qu'on dépasse la problématique strictement religieuse et décléricalisante. Essentiellement, je crois qu'être québécois, là, c'est peut-être assumer une espèce de bâtardise, mais vraiment de l'assumer. C'était aussi un peu c'était l'idée maîtresse des années 63, alors que le Québécois se définissait toujours par comparaison, ou bien avec la France, ou bien avec l'Américain, ou bien avec le monde anglophone du Canada. Et dans cette comparaison, il était toujours perdant. C'était un sous-français. Quand il faisait de la littérature ou des arts, il copiait la France. Quand il était dans le monde des affaires, il essayait d'apprendre les règles du jeu anglophone. Et encore là, il était toujours perdant parce que ce n'était pas ses règles du jeu. Quand il se comparait aux Américains, il participait de la civilisation américaine, mais il n'était pas productif. Et en 63, donc, on a dressé une espèce, je dis 63, c'est l'époque de parti pris, des bombes du FLQ, de l'émergence du mouvement Joual, n'est-ce pas? Alors, quand on dressait ce bilan du Québec, on était toujours perdant. Alors, les gens de cette génération ont effectué une espèce de renversement. Ils se sont dit, en gros, bon, ben, nous sommes bâtards, nous sommes brouillons, nous sommes toujours des sous quelque chose. Assumons jusqu'au bout ce manque plus ou moins ontologique, et allons jusqu'au bout de cela. Donc, soyons nous-mêmes, même dans la pauvreté linguistique, dans la pauvreté spirituelle et économique, et on va peut-être déboucher sur une espèce d'identité. C'était le mot-clé de ces années-là, l'identité québécoise. Le Canada anglophone était là, qui sans arrêt nous disait « What does Quebec want? » n'est-ce pas, etc. Et on leur répondait on ne veut rien. On ne veut rien, tout simplement ce qu'on veut, c'est d'être nous-mêmes. On sait bien que nous-mêmes, c'est pas grand-chose. Moi, on veut être ce pas grand-chose, mais jusqu'au bout. Et je crois que cette notion, disons, de Québécois bâtard, n'est-ce pas, a évolué et est devenue progressivement... en est venue cette notion d'un Québécois marginal. Alors déjà, entre les deux termes, entre la bâtardise et la marginalité, il y a une espèce de valorisation qui s'est effectuée. Et maintenant, je crois que d'être québécois, c'est pas quelque chose de bien précis, de bien défini, mais c'est quelque chose foncièrement de marginal. De marginal par rapport aux États-Unis, bien sûr, de marginal par rapport à la France, et ça s'est effectué d'une façon très violente et assez rapidement, n'est-ce pas, l'espèce de démarcation entre le Québécois et le Français. La même chose est en train de se produire vis-à-vis des États-Unis, si bien que le Québécois est un peu n'importe quoi
dans un premier temps, et essaie de trouver son véritable visage ou sa véritable identité dans ce n'importe quoi-là. Ce qui se passe présentement, je crois, c'est une espèce d'exploration de ce n'importe quoi. Ah bon, c'est bien connu, ça. C'est connu, ça? Ah ouais. Je pense qu'ils connaissent ça. Hein? Ah ouais, c'est bon, ça. Le violonneux, c'est d'abord et avant tout un homme qui a un métier, qui travaille soit mécanicien, soit, dans le cas de Philippe, il était ébéniste. Je l'ai connu d'abord comme ébéniste. Et le violon, c'est un plaisir, c'est un amour d'abord et avant tout. Les soirs de fête, les soirs de rencontres. Là, le violon, on décroche le violon du mur et la musique est vraiment vibrante à ce moment-là. Se découvre beaucoup à travers le violonneux parce que le violonneux, le ril, il y a même pas 10 ans, c'était presque un scandale de sortir un ril en ville, disons, ou dans une boîte. Je me souviens qu'un spectacle où on avait été donné à Mont-Laurier, qui est à 100 000 au nord d'ici. On avait Philippe Gagnon avec nous, on avait d'autres. Et puis les gens de Mont-Laurier n'ont pas voulu qu'ils jouent parce que ça les insultait que sortir le ril d'une cuisine, comme on dit, parce que ça se passait dans les cuisines, comme ici. Ils n'ont pas voulu. Et maintenant, c'est le contraire, là, ils se découvrent au travers cette forme, un peu comme on découvre les musiciens on découvre les pays par les musiciens du peuple, comme en Amérique du Sud ou ça. Ben là, c'est à notre tour de sortir de cette façon-là. Je pense qu'il y a là quelque chose de très authentique, de très vrai, d'une part. Mais d'autre part, je me demande si la perception, en particulier de l'étranger, n'a pas une certaine coloration touristique. Et je mettrais en garde un peu, justement, l'étranger d'avoir cette projection qu'il veut voir, ce qu'il désire voir, par exemple, du Québec. C'est vrai qu'au Québec, il y a des violonneux. J'ajouterais, il y en a encore. Ils sont quand même de plus en plus rares.
il y avait autrefois des chanteurs extraordinaires. Alors, quand vous parlez de retour aux sources, que par exemple, dans le domaine des recherches qu'on a faites, notamment aux archives de folklore de l'Université Laval de Québec, on a fait une sorte de... On a fixé tout ça, on a fait des enregistrements qui sont extrêmement précieux. Je me réjouis profondément parce que, justement, c'est une chose qui, il faut en être conscient, disparaît. L'habitat au Québec est un des éléments essentiels pour comprendre le peuple québécois et l'histoire québécoise. Et à ce moment-là, ce sont des traits, si vous voulez, que nous partageons avec les Américains du Nord. Nous sommes des Américains du Nord et peut-être plus que n'importe quel autre Américain du Nord, puisque nous sommes les plus au Nord. Et à ce moment-là, je crois que ça a façonné la psychologie collective du Québécois et ça peut expliquer justement cette américanité que nous partageons donc avec les Yankees, les Américains, et qui nous distingue assez fortement, je crois, des Européens. Et c'est une source, je crois, d'ambiguïté, parce que les Européens qui nous visitent ou qui nous lisent se sentent près de nous, mais d'autre part, quand ils nous rencontrent ou qu'ils viennent ici, ils se rendent compte bien vite que c'est tout à fait différent. Et je crois que c'est dû à cet habitat, à cette... D'ailleurs, les premiers jésuites, n'est-ce pas, du régime français disaient on dirait que c'est l'air qu'ils respirent qui les rende un peu fendants, un peu libres, un peu, disons, rouspéteurs, n'est-ce pas? Et c'est bien sûr que... Parce qu'ici, tout est ouvert, tout est grand, et ça n'a pas de commune mesure, si vous voulez, avec l'Europe. Ce qui intéresse vraiment le Québécois, ce sont des valeurs qui ont une relation directe avec sa propre vie. Une idée ne l'intéresse que si cette idée-là le nourrit d'une façon ou d'une autre au point de vue spirituel. Et ça, c'est un héritage des premiers jours de la colonie, n'est-ce pas? Cette colonie, on peut dire n'importe quoi, n'est-ce pas qu'elle est née d'un impérialisme religieux, mais cette colonie, elle est née avec Marie l'Incarnation, qui était une mystique accomplie, qui avait réalisé l'union, etc. Et je crois que les débuts d'un pays, les débuts marquent l'existence de ce pays-là. Donc, on est né d'un projet religieux.
On peut dire n'importe quoi à propos de ce projet, mais on est né d'un projet religieux. Et ça, c'est une constante. Ensuite, ce que l'on retrouve quand on essaie de définir ce n'importe quoi, c'est la présence de l'Indien. De fait, il y a eu des croisements entre les colons français, et notamment avec les coureurs de bois surtout, et les Indiens. Et l'Indien, si vous voulez, apparaît encore, si vous voulez, dans les traits du Québécois sous divers aspects. Par exemple, ce qui a constitué historiquement le Québécois, ce sont deux composantes. C'est la composante paysan, sédentaire, et l'autre composante coureur de bois, nomade. Et on retrouve ces deux aspects-là très profondément incarnés dans le Québécois d'aujourd'hui, qui explique, par exemple, l'espèce de conservatisme du Québécois. Le Québécois, bien sûr, fait partie de l'Amérique. Il a tout un côté très conservateur. Il aime bien son confort. Mais d'autre part, il est assez irrationnel. Par exemple, la dernière élection nous en donne un très bon exemple. Il y a 4 ans, on porte au pouvoir un parti, à mon avis, foncièrement de droite, avec une majorité absolue qu'on n'a jamais rencontrée. Et 3 ou 4 ans plus tard, et c'est un renversement total, on vote pour un parti social-démocrate. Alors, vous avez toujours ces deux aspects-là qui se manifestent de façon cyclique. La composante paysan, n'est-ce pas, conservateur, valeurs sûres, etc. Et l'autre aspect qui est qu'on pourrait appeler coureur de bois, qui nous ramène à l'Indien, à savoir une certaine paresse foncière et aussi quelque chose de tout à fait imprévisible, un goût de liberté, un certain goût d'anarchie. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. The first girl I met, c'est la fille d'un avocat. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. She said, what have you got dans ce beau petit panier-là? She said, what have you got dans ce beau petit panier-là? I have got some eggs, n'en achèteriez-vous pas? I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. I'll take 2 dozen, puis le bonhomme te paiera ça. I'll take 2 dozen, puis le bonhomme te paiera ça. I gave her 2 dozen, mais le bonhomme il payait pas. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. Je ne sais pas, je peux vous faire part de mon expérience personnelle comme écrivain. Face à la langue française, je n'ai pas hérité de tous ces schèmes syntaxiques ou même imaginaires ou romanesques. Je dois, en quelque sorte, réapprendre et surtout inventer ma langue. Ça, c'est tout à fait évident. Alors, face à cette absence d'héritage, je me sens handicapé, bien sûr, mais je me sens aussi avantagé. C'est-à-dire que on m'octroie comme ça une espèce de liberté incroyable vis-à-vis de la forme. L'Amérique du Nord, est anglo-saxonne. Que c'est une minorité de 6 millions d'habitants qui doit parler le français de par sa culture, de par ses origines. Alors, toute situation de bilinguisme, si on le pense d'un point de vue de sociologie linguistique, toute situation de bilinguisme implique l'agression par la langue de la majorité de la langue de la minorité. C'est-à-dire que la langue française sera toujours en état de victime et sera toujours agressée. De la même façon dont on parle de lutte de classe, moi je parle de lutte de langue. Et sur ce plan-là, c'est pour ça qu'on est obligé de prendre des mesures pour nous protéger qui ne seraient pas nécessaires dans d'autres situations linguistiques. À cause de la force d'attraction de la langue anglaise, liée d'une part à l'emploi, puisque pour avoir certains emplois, il faut avoir la langue anglaise, donc la langue de l'utilité aussi. C'est-à-dire que dans une situation semblable, vous êtes toujours en état d'agression. Vous êtes en état d'agression sur le plan même des perceptions, puisque ce que vous entendez souvent dans la rue, c'est de l'anglais, donc les sensations et les perceptions auditives. Ce que vous voyez sur les affiches, c'est souvent de l'anglais. Donc vous êtes toujours en état d'agression, et vous êtes agressé par la langue de la majorité constamment. Et ça, c'est une loi inexorable. Ça remonte même à Rémy de Gourmont qui disait, de toute façon, une langue qui n'a pas d'utilité, de toute façon, elle doit disparaître. Puisque la première utilité d'une langue, la première, au fond, fonction d'une langue, c'est d'être utile dans une société et pour un travail donné, un travail quotidien. Alors, nous sommes en situation, donc, on est constamment menacés. Il faut constamment réagir et réagir. C'est pour ça que le gouvernement, par exemple, le nouveau gouvernement du Québec, et ça, c'est pas d'aujourd'hui, insiste tellement sur la nécessité de faire du français une langue de travail. Toutes les sociétés pétrolières ou les directeurs de francisation qui sont tous francophones
ont pris en main la question du français, de la terminologie française. Et vous avez ces petits groupes, ces petits comités de terminologie qui sont en train de se multiplier, qui prolifèrent partout dans toutes les sociétés. On en est venu même à créer ce qu'on appelle un comité chez nous interentreprise, parce qu'il va de soi qu'on n'a pas épuisé la terminologie des pétroles. En fait, on a peut-être étudié près de 10 000 notions, mais il y en a des milliers. L'hiver au Québec est un phénomène extraordinaire. C'est Desfontaines qui disait qu'on ne pouvait pas expliquer le Québécois sans son hiver. C'est-à-dire que l'hiver, traditionnellement, c'est une période où les gens ne sortaient pas sans cabanet, faisaient des provisions pour toute cette grande saison, et c'était les réjouissances, n'est-ce pas? Desfontaines dit maintenant que les Québécois ont gagné leur hiver, c'est-à-dire que maintenant on peut circuler assez librement. Peut-être qu'ils vont se perdre parce que l'hiver les a isolés et les a gardés entre eux, la communication très intensive, n'est-ce pas? Mais maintenant qu'ils circulent, peut-être que, bon, je laisse ça de côté pour dire que nous avons encore d'autres fois par hiver, même en ville, l'occasion de nous retrouver entre nous et de communiquer très intensivement et très agréablement aussi. Et il arrive que pendant 2 jours, 3 jours, même à Montréal et à Québec ou dans les villes, toute communication cesse et la communication se fait à l'intérieur des villes en ski, en raquette, en automobile à chenilles, n'est-ce pas? Et que les gens en profitent, comme dans ce qu'on appelle ici l'ancien temps, pour faire de ce qu'on appelle des balles à l'huile, n'est-ce pas? C'est-à-dire prendre un peu de whisky blanc, de caribou, n'est-ce pas? Et fêter, sortir et jouer dans la neige, n'est-ce pas? Parce que chaque Québécois a comme souvenir d'enfance très précieux le temps où il jouait dans la neige, où il faisait des boules de neige, où il faisait des bonshommes de neige, où la neige est partie intégrante, si vous voulez, de notre culture. Et quand le citadin retrouve ça dans ces murs gris et monotones des villes, n'est-ce pas? C'est une explosion collective et sans culpabilité, les gens ne travaillent plus. Ils sont très heureux de reconnaître leurs voisins et de fêter cet hiver qui les rassemble et dont ils gardent, à travers les souvenirs, une mémoire collective très vive, n'est-ce pas? À telle enseigne que des Québécois qui sont en Californie ne peuvent pas passer tout l'hiver là. Il faut absolument qu'ils viennent au moins 1 fois ou 2 par hiver se retremper dans la neige, n'est-ce pas? Et sentir encore une fois ce sein maternel qui peut figurer cette neige ouatée, n'est-ce pas, qui vous garde des mauvais autres, n'est-ce pas, ceux qui veulent vous assimiler ou qui ne vous veulent pas trop de bien. Alors l'hiver refait ce consensus, n'est-ce pas? Ah, que l'hiver tarde à passer quand on le passe à la fenêtre avec des si et des peut-être et des vaut mieux pas y penser. L'homme est parti pour travailler, la femme est seule, seule, seule. L'homme est parti pour travailler, la femme est seule à s'ennuyer. Ah, que le jour tarde à venir
quand on se lève avec l'étoile et on a beau lever la toile, la nuit s'étire à ne plus finir. L'homme est parti, c'est au chantier, la femme est seule, seule, seule. L'homme est parti, c'est au chantier, la femme est seule à s'ennuyer. La femme est vraiment, ici au Québec, supérieure à l'homme, ça t'est dit. Maintenant, elle est supérieure en quoi? Ça dépend des plans. Mais elle est certainement plus équilibrée. Humainement, elle est plus équilibrée. Elle est moins de peur. Moi, je pense qu'elle a moins de peur que l'homme. L'une des raisons, c'est que l'homme est l'homme de la première génération, ce que j'appelle la génération qui est venue de la terre, qui est venue de la paysannerie, qui s'est établie, qui est devenu citadin. Cet homme-là a dû se confronter tout de suite à l'élément dominant anglo-saxon. Il a travaillé pour l'anglo-saxon et il s'est senti subitement aliéné. Partant de la terre, où il était maître, dans une société qu'il contrôlait, en tant que mâle, et ça c'est toujours une chose que le mâle est très sensible à ces questions-là, finalement il s'est rendu compte qu'il était dominé, aliéné, et finalement qu'il n'avait plus aucun pouvoir. Il se sentait donc en tant qu'homme, ayant des tâches accomplies ou des rêves, il s'est senti qu'il était finalement rien. Il était complètement contrôlé par l'autre et il est devenu presque un porteur d'eau. C'est ce qu'on a appelé l'expression porteur d'eau. La femme qui était restée au foyer continuait, il n'y avait pas de rupture entre la femme, sa mère, elle, et ce qu'elle était. Elle continuait les mêmes tâches, elle accomplissait les mêmes tâches, ne se sentait pas aliénée d'être mère et donc de s'occuper de sa famille et tout. Elle n'avait pas ce contact constant et quotidien avec l'étranger, ou le maître, si vous voulez, anglophone. Ce qui fait qu'elle a été beaucoup moins traumatisée, beaucoup moins humiliée dans ce qu'elle était fondamentalement. Elles assimilent actuellement toute l'idéologie féministe, mais d'une façon que je trouve, moi, assez originale. On peut vraiment dire qu'il y a un féminisme québécois qui est très différent du féminisme français ou européen et qui n'est pas non plus tributaire du féminisme d'origine anglo-saxon ou américain, où la société est beaucoup plus cloisonnée sur le plan des sexes. Ici, ça n'est pas naturel pour les femmes de se regrouper en association uniquement de femmes. Les femmes s'ennuient, elles ont envie d'être avec les hommes, puis elles aiment les hommes, et elles vont d'abord privilégier des engagements communs, à l'intérieur duquel, cependant, elles ont des positions qui vont être très définies. De sorte que moi, je vois évoluer le féminisme québécois avec beaucoup d'intérêt, comme sortant très rapidement, assez rapidement, de la problématique uniquement du problème des sexes ou de la rencontre des sexes, mais s'insérant très rapidement dans le projet collectif plus global, reconnaissant très rapidement les liens normaux et spontanés qu'il y a entre les problèmes des femmes et le problème de d'autres marginaux de la société, que ce soit sur le plan des travailleurs, par exemple, sur le plan de la ségrégation raciale. Alors, elles reconnaissent très spontanément et elles militent très spontanément dans tous les mouvements qui sont susceptibles, disons, de faire la lutte à toutes les formes d'oppression ou de ségrégation, quelles qu'elles soient. J'arrête pas de rêver, je rêve. Je fais toujours le même rêve, d'ailleurs, toujours. Je rêve qu'il y a une petite carriole qui passe. Tout le monde est malade, mais pas moi. Et la petite carriole passe, tout le monde court après, tout le monde attrape la petite carriole, mais pas moi. Et pourtant, je cours, j'essaye. Et ça marche pas, il n'y a rien à faire. J'essaye. J'avance pas, je reste à la même place toujours. Et tout à coup, il y a un gros, énorme chien qui m'agrippouille le manteau. Un gros chien dent. Et j'ai peur. J'attends tellement peur que mes chevaux se dressent sur ma tête. Alors pour me sauver, je monte sur mon encéphale. Et je cours sur mon encéphale. Je fais de l'équation sur mon encéphale. Je fais de l'équation sur mon alzèbre. Et je monte. Tout à coup, je cours tant tellement vite que je vole. Je plane avec mon manteau plein de poches d'air. Et je plane, je monte. Je suis violoncé dans le ciel. Un ciel d'orange, avec des éclairs au chocolat. Un vrai démentiel. Je monte encore, jusqu'en haut, jusque dans l'atmosphère. Et là, je tombe. C'est la chute. C'est la chute verte et oléagineuse. Et je tombe de plus en plus. Je tombe dans une presse à épices. Je tombe dans un goinfre sans fond. Je m'enfonce, je m'abîme, je disparais dans l'entonnoir final du fainéant final.
Et quand je me réveille, oh, alors là, quand je me réveille, il fait beau, oh, je suis bien. Il fait un beau soleil d'anxiété. Je me retrouve dans un champ, en train de cueillir des angoisses. Tous les gens ici se sentent un peu fragiles. Ils ont l'impression, dans leur subconscient, c'est très loin et ça se dissipe peu à peu, ils ont l'impression que c'est la façon de vivre, d'être employé, vous savez. On est un peuple d'employés qui apprend les secrets de la gérance ou de la gestion. Et ça, c'est une très lourde hérédité. C'est un manque de confiance collective qui se dissipe assez rapidement, cependant, mais pas également à tous les niveaux. Nous sommes en train de faire l'apprentissage de la normalité, et c'est très pénible. Nous sommes en train d'apprendre à tenir notre destin en main. Et pour un peuple normal, ces choses-là ont l'air tout à fait comme allant de soi, peut-être même un peu primaire. Mais pour les Québécois qui aboutissons après 300 ans de colonisation, c'est aussi difficile et aussi émouvant que pour un enfant d'apprendre à marcher. C'est exactement la même chose que nous ressentons. Et avec peut-être une angoisse supplémentaire, c'est qu'on est sûr que l'enfant va finir par apprendre à marcher. Tandis qu'un destin collectif pour un peuple, ça se rate, ça peut se gâcher. Il nous faut à la fois beaucoup de fermeté, beaucoup de réalisme, ne pas se prendre surtout pour d'autres.